votre professeur. Donc enchanté. En cours, le podcast des professeurs de FLE par RFI avec le CAVILAM, Alliance française de Vichy. Si je vous dis enseigner avec les 5 sens, vous me répondez quoi ? Pour moi, cela veut dire dynamiser nos pratiques de classe en utilisant tous nos sens. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, évidemment, c'est l'ouïe et la vue. Ça, je crois qu'on les utilise et on les sollicite constamment. Le toucher, l'odorat et les goûts, normalement dans la classe, on ne l'utilise pas. Les 5 sens, ce sera très utile pour le niveau de bouton 1-1, pour mémoriser le nouveau vocabulaire comme ça. C'est aussi mettre le corps en action, ne pas penser qu'on a seulement un cerveau, mais aussi un corps qui peut être à la fois un réceptacle et puis aussi un canal de meilleure compréhension. Enseigner avec les 5 sens, ça sert à quoi ? Les profs de FLE l'auront sûrement remarqué, utiliser une chanson, faire une activité autour du mime, déguster des crêpes, rend le cours plus concret, plus convivial. Il se passe quelque chose. Je suis Déborah Gros, comme vous, je suis prof de FLE. Dans cet épisode, je vous propose des pistes de réflexion et des idées concrètes pour mieux comprendre comment nos sens sont mobilisés quand on apprend une langue et comment les stimuler en classe pour apprendre et enseigner plus efficacement. J'ai interrogé Sandrine Eschenauer, enseignante-chercheur en sciences du langage à Aix-Marseille Université. Elle s'intéresse justement à la place du corps et du sensible dans l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères, notamment via les pratiques théâtrales. J'ai aussi rencontré Pascale Firins, enseignante de FLE et formatrice à l'Université de Bruxelles et au CAVILAM lors des stages d'été. Elle est co-autrice du livre Le français des 5 sens dans la collection Les outils malins du FLE aux presses universitaires de Grenoble. Quand on dit les 5 sens, de quoi parle-t-on ? Sandrine Eschenauer. Les 5 sens, là, je pense que tout le monde peut imaginer qu'on se réfère à la vision, à l'ouïe. C'est les 2 sens auxquels on pense le plus rapidement lorsqu'on pense aux langues vivantes étrangères, mais il y a aussi bien sûr le goût, le toucher et l'odorat. Et puis effectivement, il y a un sens qu'on appelle parfois 6e sens, mais qu'on pourrait peut-être appeler le premier sens, puisque c'est la proprioception, qui est un sens un petit peu particulier qui nous permet de percevoir notre corps dans l'espace, donc dans nos environnements. Et quand on apprend une langue, que se passe-t-il dans notre corps ? Lorsqu'on pense au développement du langage, en fait, effectivement, on pense souvent aux mots, aux phrases, à l'intonation. Et en réalité, plus on s'intéresse au langage et plus on s'aperçoit de la merveille, de la complexité, de tous les phénomènes en fait qui sont engagés lorsque l'on entre dans le langage ou lorsque l'on est dans le langage, nous dirait Francisco Varela, sur lequel je m'appuie beaucoup dans mes travaux de recherche. Donc nos sens ne sont pas déconnectés les uns des autres. Quand on apprend une langue, c'est tout notre corps qui est mobilisé. C'est ce que disait justement Francisco Varela. Il était biologiste, chercheur en neurosciences cognitives, mais aussi philosophe, né à la fin des années 1940. Il a travaillé toute sa vie sur le rapport entre le corps et le mental, et pour lui, communiquer, c'est engager le corps tout entier. On peut se dire beaucoup de choses avec un regard, on peut se dire beaucoup de choses avec un sourire, avec une expression, avec une position du corps. Donc en réalité, on voit bien que tout le sens qu'on va donner à notre discours, il se joue dans tout un tas de phénomènes qui interviennent en amont et avec les mots. Lorsque on est dans des situations de communication, finalement, on est dans une relation, et c'est dans la relation, dans ce qui se joue entre les individus, au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, parce que lorsqu'on parle du sensible, en fait, on parle des sens, mais on parle aussi des émotions. Et tout ce qui se joue à l'interface entre les individus, donc tout ce qui est dans ces espaces entre nous, c'est là que se situe l'émergence de la situation de communication. Si pour communiquer et donc se relier aux autres, on a besoin de nos sens et de nos émotions, la première étape en classe serait de prendre conscience de notre corps avec des activités autour des 5 sens. Pascale Firins. Une activité que pas mal de profs connaissent, c'est
à un niveau débutant, de mettre des objets dans un sac opaque, et on demande aux apprenants de palper les objets et de deviner quels sont les objets. Mais ce que moi j'ai toujours fait quand je travaillais avec des ados qui avaient quand même un niveau B1, B2, c'était de mettre aussi des objets dans un sac ou sous une nappe, des objets de la vie de tous les jours, mais des objets qu'ils connaissent naturellement, mais probablement dont ils ne savent pas le nom dans la langue étrangère, comme par exemple un décapsuleur, un tendeur, une torche, voilà. Et donc, ils doivent commencer par décrire l'objet. Mais les autres doivent deviner quel est l'objet dans le sac. Et donc, d'abord, on travaille les matériaux, on travaille les textures. C'est la première étape. Et puis, naturellement, on passe par le toucher pour une mise en pratique. Comment est-ce que tu travailles les 5 sens dans ta classe ? Alors actuellement, je travaille sur un groupe qu'on forme aux Français de la maroquinerie et on les fait travailler sur les différents types de cuir. On apporte une palette des échantillons de différents cuirs, le cuir de la vache, le cuir de l'agneau, du crocodile. Donc ils vont toucher un échantillon, ils vont expliquer c'est plus rugueux, c'est plus lisse. Et ensuite, après, on leur donne les différents animaux pour leur permettre de reconnaître les différents types de cuir. Le toucher vient avant le lexique. Le lexique. Ouais. Là, le fait de toucher permet vraiment de mémoriser beaucoup plus facilement. L'enseignement avec les 5 sens, c'est surtout un enseignement où on associe en fait l'apprentissage d'une langue à l'exploration du monde. Donc on retrouve en fait le cours habituel, c'est-à-dire les objectifs d'un cours de langue, mais on enrichit en fait cet apprentissage langagier de connaissances extralinguistiques, comme par exemple la connaissance de soi, l'éveil à l'espace qui nous entoure, aussi la sensibilisation à des sujets comme par exemple le handicap, peut-être aussi des réflexions sur l'influence du culturel, sur nos perceptions. Donc tout cela, en fait, ça veut dire que c'est pas seulement une classe de langue, mais en fait la classe devient un véritable lieu de vie et d'expérience. Pascal Firins propose justement une expérience pour mettre d'abord le corps en action, comme déclencheur pour une activité d'expression orale ou écrite. C'est tout simplement une situation en classe. Donc, en fait, les apprenants sont invités à prendre plusieurs positions. Ils sont assis à leur table, puis ils se mettent à genoux, puis ils se lèvent, et donc, à chaque fois, ils doivent décrire ce qu'ils voient. Donc, ils ont toujours un autre point de vue. Tiens, qu'est-ce qui est différent maintenant ? Et puis, naturellement, c'est une introduction, parce que après, on leur demande de se mettre dans la peau d'un petit enfant et de faire une promenade en ville et de décrire, qu'est-ce qu'ils voient. Par exemple, ils constatent qu'ils sont à la même hauteur que le chien sur le trottoir. Ils voient beaucoup de jambes. Donc voilà, c'est une petite expérience. Et puis, ils sont amenés naturellement aussi à formuler des phrases, à exprimer ce qu'ils voient, etc. Partir du corps pour aller vers les mots. C'est l'approche de Sandrine Eschenauer dans les projets qu'elle mène avec des enfants et des adolescents pour ses travaux de recherche. C'est très intéressant pour les apprenants de faire l'expérience de tous les phénomènes de communication qui se jouent déjà dans la seule manière d'être ensemble dans l'espace. Donc, par exemple, je suis sûre que chacun de nous a déjà fait l'expérience de fermer les yeux et puis de sentir lorsque quelqu'un se rapproche, même si on ne voit pas. Donc là, on coupe le champ de la vision qui est celui sur lequel on s'appuie souvent. Et là, on va percevoir tout à coup notre environnement et les autres de manière totalement différente. Par exemple, on va sentir des frottements, par exemple le frottement des habits lorsqu'on en fait un pas, ou bien le frottement de la semelle sur le sol. Ou alors, on va percevoir la chaleur des corps qui se rapprochent, etc. Et tous ces indicateurs sont des indicateurs de ce qui est en train de se jouer dans l'espace. Et c'est ce qui nous permet d'entrer dans la relation avec les autres. D'où l'intérêt de travailler, à mes yeux, avec des approches théâtrales, mais pas uniquement dans l'apprentissage d'un texte qu'on va rejouer, mais plutôt dans la notion de théâtre au sens performatif, c'est-à-dire créer finalement des histoires et donc les faire émerger dans des situations qu'on va mettre en place avec les élèves, et donc qui relèvent plus au départ peut-être de l'improvisation, qui va petit à petit justement être formalisée. Oui, effectivement. S'inspirer des approches théâtrales est intéressant puisque le théâtre sollicite tous les sens à la fois
et permet donc des expériences plus complètes. Sandrine Eschenauer évoquent un projet autour de l'album de jeunesse illustré « Histoire à 4 voix » de Anthony Brown, traduit de l'anglais. 4 personnages, une mère et son fils, un père et sa fille, racontent tour à tour une promenade au parc, ce qu'ils ont perçu, ce qu'ils ont vécu. Une promenade, mais 4 points de vue, et donc 4 récits complètement différents. Alors, on ne va pas lire le texte et essayer de le comprendre et de l'interpréter. On ne va pas dire dans l'image, je vois ça, parce que là, ce serait une approche très descriptive. Nous, on propose d'avoir cette étape-là à la toute fin. On va d'abord aller chercher avec son corps, se positionner dans l'espace, essayer de la représenter. On peut, par exemple, demander aux élèves comment ils imaginent un parc, puisque ça se joue dans le parc. Donc, ils vont, par exemple, dire, dans un parc, il y a des fleurs, alors ils vont représenter la fleur. Dans un parc, il y a des arbres. Dans un parc, il y a une fontaine, etc. Ils inventent leur propre parc et on va finir, si on rentre vraiment dans l'imaginaire, à se représenter jusqu'au froid qu'il fait. Si on s'imagine qu'il fait très très froid, on va réussir à percevoir le froid. Donc le cerveau, il est en capacité de faire appel à l'expérience de ce qu'il a déjà vécu pour se projeter dans un nouveau monde. En cours. Le podcast des professeurs de FLE par RFI avec le CAVILAM, Alliance française de Vichy. Donc on part de l'imaginaire de chaque apprenant pour créer un imaginaire collectif. Et c'est ce qui arrive quand on apprend une langue étrangère. On part de ce qu'on connaît, ce qui est familier, pour aller vers l'inconnu, ce qui au départ est étranger. Par exemple, certains sons du français, comme les nasales, ou bien certaines habitudes culturelles, comme les horaires des repas en France. Pascal Firins propose une activité pour aborder l'interculturel à partir de l'odorat. D'abord, on donne une série de photos et toutes les photos évoquent une odeur. C'est-à-dire, par exemple, une photo où on voit un pot d'échappement, puis une photo d'une boulangerie, un café, un cordonnier, un salon de coiffure, une épicerie. Et les apprenants travaillent en binôme. Donc à 2, ils doivent d'abord identifier les odeurs qui sont évoquées tout simplement par les photos. Puis, on demande de les classer en 2 catégories, c'est-à-dire les odeurs qui sont agréables selon eux et les odeurs qu'ils trouvent désagréables. S'il y a plusieurs cultures dans une classe, on voit aussi que, le classement sera différent selon la culture. On essaie aussi de solliciter des réactions spontanées, c'est-à-dire est-ce que vous trouvez cette odeur agréable ou désagréable, mais pourquoi ? Et puis, on leur demande de créer eux-mêmes un parcours olfactif, c'est-à-dire, par exemple, pensez au trajet de votre maison à l'école. Quelles sont les odeurs que vous sentez ? On peut aussi demander de faire une cartographie olfactive du quartier où ils habitent, ce genre de choses. En français, on a une expression, par exemple, qui dit « je peux pas le sentir ». Et effectivement, donc Pascal évoquait l'odorat, les odeurs qu'on aime et qu'on n'aime pas. Parfois, effectivement, lorsque on mange différemment avec d'autres épices, notre peau, elle va sentir différemment. Et pour certains, ça va être agréable, pour d'autres, ça va être désagréable. Mais si on veut vraiment entrer dans cette capacité interculturelle, il faut savoir aussi inhiber certaines réactions que l'on peut percevoir qui sont liées à notre propre expérience de ce qui est agréable ou désagréable. Et en fait, ça se transforme. Et c'est pour ça d'ailleurs que Varela nous dit, apprendre, ce n'est pas acquérir des connaissances, c'est transformer notre expérience. Ok, apprendre, c'est se transformer, tout en restant soi. On garde son propre point de vue, tout en entrant dans la peau de l'autre, vraiment physiquement. Adopter un autre point de vue, une autre façon de sentir, et donc gommer certaines de nos réactions. Se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, finalement, c'est donc faire l'expérience de l'autre. Et c'est ce qui se passe lorsque on apprend une langue vivante étrangère. Finalement, entrer en empathie avec quelqu'un nous permet de nous décentrer, de changer donc de point de vue. C'est-à-dire qu'il faut être aussi capable de percevoir ce que l'autre perçoit pour justement bien interpréter ses intentions d'action, etc. Revenons à la classe. Faire l'expérience de nos sens en cours de FLE, c'est aussi jouer et prendre plaisir. Très souvent, on s'amuse et on oublie qu'on est dans une classe de langue.
Donc voilà, on commence à réagir d'une façon beaucoup plus spontanée. Il y a par exemple une première activité. Par exemple, on se trouve en binôme, face à face. On regarde l'autre, puis on se tourne. Donc on se trouve dos à dos. On change quelque chose à son apparence. Ça peut être, on enlève une écharpe ou, je sais pas, on met par exemple une écharpe, peu importe. Et puis, on se tourne de nouveau et on se regarde et il faut dire ce que l'autre a changé. Donc, ce que le partenaire a changé, ce qu'il a mis, ce qu'il a enlevé. Et là, vraiment, on constate qu'ils se regardent, ils cherchent, et puis, ils sont obligés de parler, mais ils vont le faire. Donc, sans aucun problème. Je vois 3 grands avantages à l'enseignement avec les 5 sens. Et le premier, en fait, est lié à cette créativité, parce que ça permet, en fait, de sortir des sentiers battus. Ça éveille l'intérêt, ça rend curieux. C'est aussi une approche très variée qui active les apprenants. En un mot, je pense qu'on peut dire que c'est aussi un facteur très, très motivant. Puis le fait de vivre des expériences ensemble, que ça renforce en fait le lien entre, d'une part, le professeur et les apprenants, mais aussi entre les apprenants, entre eux aussi. Et puis, il y a encore, comme Sandrine a déjà dit aussi, ce facteur culturel, parce que naturellement, les odeurs qu'on trouve agréables ou désagréables, ça dépend de la culture. Les goûts qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est aussi très culturel. On se touche facilement ou on évite de se toucher. En France, on se fait la bise, mais il y a d'autres cultures où c'est quelque chose qu'on ne fera jamais. Donc, tout cela, voilà, je pense que, par exemple, oui, les 5 sens, ça permet donc aussi d'entrer dans l'interculturalité. Éveiller les sens dans la classe, c'est stimuler la curiosité, l'envie de découverte et donc la motivation de nos apprenants. C'est vivre des expériences communes qui fédèrent le groupe. Mais quand on est derrière un écran en cours à distance, comment offrir cette expérience sensorielle ? Je pense qu'il ne faudrait pas entrer dans l'illusion que le numérique sera la solution à tout. Je pense que c'est un outil qui est vraiment utile, que nous utilisons tous et qui permet énormément de choses. Mais je pense qu'il ne faudrait pas oublier que nous sommes des êtres biologiques. Il y a tout un tas de fonctionnements qui se jouent en nous, qui sommes donc des êtres vivants et qui se jouent parce que nous sommes en présence des autres dans des espaces partagés et que se couper de tout ceci, je pense, nous coupera de beaucoup d'éléments qui sont fondateurs pour le développement du langage et la capacité à entrer en communication avec les autres. C'était En cours, une production Le Français Facile avec RFI, en partenariat avec le CAVILAM, Alliance Française de Vichy. Retrouvez ce podcast accompagné d'une fiche explicative avec les idées d'activités pour la classe sur françaisfacile.rfi.fr.